Bienvenue sur le podcast PMPT. Ou pour le meilleur et pour la transpi. Je suis Mathieu Frenchfuel. Et moi Anne de Anne et Dundidou. On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus. Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti! Salut à tous! Bonjour à tous, on se retrouve pour ce... Deuxième épisode de cette nouvelle saison. Ça commence mal, c'est le 3e. Ah bon, déjà? Bah oui, on est efficace. Et on va continuer de l'être. On espère. D'ailleurs, on peut déjà vous annoncer le prochain thème si jamais vous voulez participer, puisqu'on se dit que des fois, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas au bout de vos épisodes, alors on l'annonce direct. C'est comment gérer nos relations avec notre famille quand on fait beaucoup de sport. Voilà, comment votre famille réagit. Famille et proches. Proche, est-ce qu'elle vous soutient ou au contraire, elle n'en a rien à faire Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages ou vos questions pour savoir, nous, comment ça se passe. Spoiler, ça ne se passe pareillement en fonction de nos familles. Donc voilà, vraiment thème famille, sport. À l'arrivée de Noël, on s'est dit que c'était parfait. On a déjà l'autre thème de janvier, mais... On va pas spoiler. On va pas spoiler, j'ai déjà trop hâte. Bon alors, donnons-nous des petites nouvelles. Après Comment toi. Ça va? Après moi? Après toi, vas-y. Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, même si on commence à rentrer dans ces mois un peu froids et humides. On y est déjà à fond là, Mathieu. Excuse-moi, il fait nuit à 16h45 quand il fait froid. Je peux te signaler que l'automne a quand même mis du temps à arriver. T'es encore il y a 10 jours sous 20-25 degrés, donc voilà. Sinon, tout va bien, même si je traîne une petite gêne toujours depuis la Mascareigne, depuis le trail. Donc voilà, j'essaye de régler ça un peu comme je peux, mais on verra comment ça évolue. Dans la planification de l'année 2023 en termes d'événements sportifs. On ne dit rien. Donc voilà. Pour l'instant, on garde la surprise. Comment ça se dessinait? Et toi alors, comment ça va? Écoute, moi ça va. Écoutez, ça va. C'était vraiment super ce séjour à La Réunion puisqu'on a publié l'épisode. C'est ma faute, c'est moi qui ai eu un petit retard dans le montage. Un peu en décalé après La Réunion. Mais c'était vraiment un très très beau séjour. À chaque fois qu'on y va, c'est juste magique. Et ce trail était vraiment cool. C'était le dernier dossard de l'année pour moi au final. Très très bonne reprise après. Et là en ce moment j'aime bien cette période où je n'ai pas d'objectif et que je fais que en fonction de mon plaisir. À passer quelques jours en Ariège avant que l'hiver débarque là-bas avec la neige. Et c'était trop trop bien à chaque fois qu'on va en Ariège. Voilà, je parle souvent de l'Ariège, je ne sais pas si vous pouvez le mettre, un point sur la France, où est-ce que ce département se situe, mais n'y allez pas. N'y allez pas, c'est notre petit coin secret, voilà. C'est tellement beau, tellement préservé qu'on adore y aller. Et franchement, j'ai l'impression que quand on y allait, on était partis 2 mois, quoi. Voilà, donc sinon après niveau boulot, c'est un peu lent et je travaille sur la version 2 du Dundidou Atelier, mon site de coaching, et il y a plein de belles choses qui devraient arriver. Enseignant ma trésorerie, donc il va falloir que je redouble de travail. Ça c'est la réalité. L'argent, la récession, l'inflation, ça frappe tout le monde. Écoutez, le thème du jour. Le thème du jour, c'est le phénomène du toujours plus. Faut-il toujours aller plus loin dans ces exploits sportifs, dans ces challenges, toujours rallonger la distance? C'est que la course à pied, le trail ou le triathlon, c'est passionnant, ça peut devenir même dépendant. Et souvent, la recherche d'endorphine couplée à l'envie de repousser ses limites peut mener à ce que nous, on a appelé le syndrome du toujours plus. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous envoyer vos témoignages. On aura également un guest qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. On vous le présentera tout à l'heure. Et parce que lui, il est vraiment dans la catégorie du toujours plus. Et il vous racontera du coup sa vision. Oui, et d'abord, il faut nous resituer en fait l'idée de ce podcast. Après, c'est quelque chose qui est naturel et intrinsèque en fait à la pratique du sport où tu atteins en fait un objectif et forcément l'objectif d'après c'est une marche supplémentaire et c'est finalement, on va dire, normal d'aller chercher du toujours plus, mais forcément dans notre pratique sportive qui est l'endurance, le toujours plus c'est souvent en volume, en vitesse et en distance, et c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour le corps, mais
ça fait partie en fait ça fait partie en fait de la définition de notre sport, on va dire, et de l'approche naturelle d'un sport où on veut progresser. La progression, c'est forcément toujours aller de l'avant dans le plus. C'est difficile de sortir de ce cercle. Et l'idée en fait est venue suite à, on assistait en fait à une conférence de presse organisée par Garmin avec 3 ambassadeurs, dont un, et on n'est pas du tout là pour critiquer ses choix de course ni quoi que ce soit, mais c'était quelqu'un qui avait fait plusieurs Ironman, qui avait relevé énormément de défis. Donc on rappelle quand même qu'un Ironman, c'est quasiment on va dire, le top, le plus gros, enfin il existe plus gros, mais on va dire c'est le plus gros triathlon que vous pouvez faire avec, donc on est sur 3800 mètres de natation, on est sur 180 km de vélo et un marathon, donc on est vraiment sur déjà un volume d'entraînement très important et surtout un nombre d'heures de compétition important. Et donc cette personne, elle avait déjà fait beaucoup de longs, de ultra longs, et elle s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire plus? Et donc on était vraiment dans cette optique-là. Donc cette personne a ensuite participé à l'Enduroman. Donc l'Enduroman, c'est un Londres-Paris sous format triathlon, mais donc avec un dispositif un peu adapté forcément à la géographie. Donc avec d'abord la course à pied de Londres au port, à Douvres. Ensuite, d'une centaine de kilomètres. Oui, c'est ça. Et même plus, hein, je crois qu'on est plus... On n'a pas les distances, mais c'est assez énorme. Et ensuite, bien sûr, la traversée de la Manche en nageant, voilà, rien que ça, hein, puisqu'il y a des personnes qui font juste la traversée de la Manche sec, hein, et déjà ça, c'est un défi à part entière. Puis ensuite, on va dire la partie la plus facile, entre guillemets, hein, puisqu'une fois que tu as fait ça... Oui, du coup, j'ai trouvé les distances, 130 km de course à pied. Ouais. Ensuite, la traversée de la Manche, c'est officiellement 36 km. Sauf que, sachant qu'avec le courant qui fait dériver les participants, ça peut varier de 40 à même 50 km. Donc c'est un truc juste ahurissant. Et enfin, on est sur 300 km de vélo jusqu'à Paris. Paris. Champs-Élysées. Donc c'est arch to arch, on va dire, hein, puisque tu pars aussi d'une arche à Londres. Voilà, donc c'est gargantuesque en termes déjà de compétition, hein, puisqu'on est sur plusieurs jours. Plus, vous imaginez la préparation derrière. Puisque souvent, les gens, ils voient que le jour J, mais moi, j'aimerais rappeler qu'il y a un énorme iceberg derrière une compétition et qui est beaucoup plus grosse, en fait, cette portion-là. Et en fait, je me dis, mais ces gens-là... Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, tu vois? Parce que si tu cherches toujours le toujours plus, c'est quoi l'arrêt? C'est la blessure, la vieillesse. En fait, l'arrêt, c'est quand physiquement ton corps va te dire stop. Et est-ce que c'est une pratique saine? Est-ce que c'est une pratique sur le long terme? Et est-ce que c'est une pratique qui est acceptée par tous? Est-ce que voilà, d'où ça vient? C'est pour ça en fait on s'est vraiment questionné là-dessus, puisque nous-mêmes on se questionne. Et aussi, ça peut se déporter sur plusieurs pratiques sportives. Là, on parle du triathlon, mais sur de la course à pied sur route. C'est d'ailleurs le plus courant. D'ailleurs, je pense que beaucoup se reconnaîtront, et nous les premiers. On a commencé par un 10 km, alors que, voilà, en étant débutant, on avait peut-être une année d'expérience de course à pied. Ça nous paraissait déjà incroyable de faire 10 km. Même l'entraînement, hein, je me souviens de notre premier 10 km, quand on l'a fait, on était, mais waouh! Enfin, tu vois, on était impressionnés. Quoi, et d'ailleurs, je voulais juste rappeler, c'était ça que je m'étais dit, pour la grande majorité de la population qui ne pratique pas de sport, faire un 10 km, c'est déjà un exploit en soi. Et nous, c'est vrai que voilà, on passe un 10 km, après on en fait un deuxième, peut-être un troisième, on a envie de se tester sur un semi-marathon. La marche supplémentaire, c'est souvent le marathon. Le marathon, voilà, je répète, hein, je crois qu'il y a seulement 2% de la population. C'est même moins, je crois que c'est 0,95%. C'est pour remettre dans le contexte, ceux qui font du marathon, ça représente autour de 1% de la population. Voilà, tout ça pour vous dire. Et après le marathon, il y a quoi? Il y a potentiellement le 100 km sur route, même si la tendance est plutôt à basculer sur du trail. Et après, on a un petit peu le même schéma sur le trail. On commence par des distances assez courtes pour aller jusqu'à l'ultra trail et même au-delà de ça. Les treks sur plusieurs jours. Enfin, après, c'est différent encore, les treks sur plusieurs jours. Ouais, ça, c'est encore de l'ultra endurance. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le vélo. On a beaucoup maintenant le phénomène de l'ultra distance en vélo, en gravel, sur des traversées de la France, sur 3000 km. Où tu as des gens qui te disent, oui, j'ai fait 180 heures d'effort, j'ai dormi que
Enfin, des trucs qui, en fait, pour moi, on passe en fait un degré limite de dangerosité où moi, j'admire pas du tout ces gens-là parce que je me dis, en fait, tu t'es mis en danger sur la voie publique parce que accumuler autant de manque de sommeil, c'est pas non plus très sain, surtout quand tu es autant quand tu es sur les chemins, tu t'es tout seul en danger, autant quand t'es à vélo, t'es quand même dans la circulation. Mais bon, ça c'est mon humble avis et peut-être que c'est unpopular opinion, hein, mais j'admire quand même, tu vois, la performance en tant que telle. Mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que dans notre société, un marathon, c'était déjà le Graal. Quand on a débuté la course à pied, faire le marathon, c'était genre, tu le fais une fois tous les 10 ans, c'était genre l'épreuve pas reine justement, mais c'était une épreuve où vas-y, tu te lances un challenge et voilà, tu vois. Et après, globalement, tu fais du jogging en fait le restant de l'année, un peu de rando, machin. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une société du toujours plus, mais vraiment en mode ouais, le marathon, t'en fais 1 ou 2 par an, 3, enfin tu vois, il n'y a plus de limite en fait. Et le problème, c'est comme il n'y a plus de limite, on va proposer de plus en plus des épreuves, mais moi, c'est ça, c'est gargantuesque dans le sens où ouais, on va faire 800 km à vélo sur... vous avez que 4 jours pour le faire. Heureusement, tu vois, il y a de plus en plus d'organisations qui, au lieu de vous donner des barrières horaires inversées, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'arriver avant un certain horaire pour te forcer en fait à avoir des heures de sommeil. J'ai l'impression qu'il y a une inflation, c'est le cas de le dire, des épreuves et il y a de plus en plus d'épreuves qui se créent avec des trucs, ouais, 50 km, 10 000 de défense, genre Ouais, des après, trucs je de pense que plus en plus, tu vois, et qui toi, tu parles n'existent pas. beaucoup des épreuves et je pense que Mais parce effectivement, qu'il il y y a a une des... demande, Oui, parce oui, qu'il y mais a il y a une une demande en demande et fait. effectivement, il y a des risques, mais je pense surtout que le problème vient du fait que c'est plutôt les pratiquants qui peut-être ont tendance à griller les étapes parce que je pense que voilà, faire de l'ultra cycling ou des trucs vraiment très très longue distance qui nécessitent du sommeil par exemple, ou en tout cas Une une gestion gestion. du sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. En fait, t'as besoin de franchir des étapes, des caps. Lance pas dans une diagonale des fous, a priori, sans avoir fait trail format marathon, un trail 100 km avant. Oui, mais tu vois, Et quand le système de points a été mis en place dans le trail, il y a beaucoup de gens dans le trail qui ont râlé en disant qu'on enlevait des libertés, alors qu'en fait, le système de points a surtout été mis en place pour éviter les gens qui justement, ouais, débarquaient. ça c'est bien. Et oui, mais ça, tu vois, c'était bien. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait des gens, et il y aura toujours des gens qui débarquent dans des Oui. trails en me disant bah moi je viens de la route, 20 bornes je sais faire. Oui, mais tu as regardé le dénivelé, mais c'est quoi le dénivelé? Et en fait, il y aura toujours des personnes qui n'auront pas d'entraînement ni de consistance parce que tu as aussi le côté on le voit, hein, plein de gens qui disent ou même sur YouTube, sur les réseaux sociaux, oui, j'ai fait un marathon sans entraînement Et qui se vantent de dire ça, oui. et il n'y a pas du tout cette approche. Tu vois, en France, je suis super contente qu'on ait quand même imposé le certificat médical, même si des fois il est donné de matière. Oui, mais même si des fois il est donné de manière hyper légère, genre le gars il regarde à peine, mais il n'y a pas tous les médecins qui le donnent de manière légère. Déjà, vous ne pouvez pas l'avoir sur les applications de santé avec les rendez-vous à distance, vous êtes obligé vraiment d'aller chez votre médecin. C'est super important puisque des fois vous pouvez vraiment avoir des problèmes cardiaques en fait, quel que soit votre âge. Et je pense vraiment d'ailleurs que quand on demande un certificat médical, le médecin devrait faire un ECG parce que prendre l'attention au final, ok, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, surtout dans les sports d'endurance où le cœur va vraiment, vraiment peut-être souffrir. Quand on part sur un marathon, en fait, il peut y avoir des morts, mais pas des morts, donc marathon sur route, mais des arrêts cardiaques à tous les âges, même si vous avez suivi une bonne préparation. Oui. Et sur Ironman aussi. Quel que soit votre âge. Et le problème, c'est qu'on se dit, ouais, mais non, les maladies cardiaques, ça arrive que à partir de 50 ans, c'est sur tous les hommes. C'est faux. Et le problème, c'est que statistiquement, il y a de plus en plus d'accidents cardiaques, pas sur marathon. Maintenant, ça vient sur semi-marathon et sur 10 km. Enfin, je me dis, mais c'est grave. Ça, je pense que ça vient du fait que ça a été tellement démocratisé, notamment le marathon, comme tu disais avant, peut-être c'était quand même the truc. Maintenant, effectivement, vu que la pratique s'est démocratisée et que la distance s'est démocratisée, peut-être qu'elle paraît plus accessible, alors que ça reste... Enfin voilà, nous les premiers, alors qu'on fait des trucs qui sont longue distance, nous les premiers, le marathon, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, mais
c'est quelque chose, on sait qu'on doit pas le prendre à la légère, quoi. Et je pense que ça vient en partie de ça. En fait, je pense que c'est un double tranchant de la démocratisation. C'est bien de démocratiser, c'est bien que de plus en plus de personnes y participent, mais il faut informer en fait. Et je pense que informer sur les risques sur ta santé que tu prends. Après, tu vois, il y a toujours des exceptions, des personnes qui disent non, mais moi je fais des marathons, des dizaines de marathons par an, j'ai pas d'arthrose, j'ai pas de maladie cardiaque, nanani, nanana. Et oui, mais c'est peut-être l'exception en fait qui va confirmer la règle que tu vas te retrouver avec des genoux en carton à 50 ans parce que t'as fait 10 marathons pendant 30 ans. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de vie long terme sur la pratique parce que on se dit oui, courir c'est bien. Courir, c'est bien, on est d'accord. Mais en fait, au bout d'un certain volume de pratique, c'est plus bien du tout. Vraiment. Hein. Et c'est prouvé, hein, la pratique d'un marathon. En fait, au-delà d'un certain volume d'entraînement, c'est complètement contre-productif pour votre santé, quel que soit finalement le sport que vous pratiquez. Et en fait, vous atteignez un volume qui est bon pour vous. Et au-delà de ce volume, en fait, vous n'allez plus gagner aucun bénéfice pour votre santé. Et même au-delà d'un autre volume, ça va être tout le contraire. Et c'est important de le comprendre parce qu'une prépa marathon une fois par an, ok. Mais au-delà, c'est contre-productif et ça peut... Non, c'est vraiment des statistiques. Non, 6 mois d'écart. Parce que la prépa marathon, le volume que tu vas prendre sur cette prépa marathon, déjà, elle est mauvaise pour ta santé, elle est mauvaise pour tes articulations. En fait, c'est simple, tu vas prendre... Ça serait bien en fait d'interroger des anciens marathoniens, là, genre à quel âge ils ont pour voir s'ils peuvent continuer à faire des marathons, continuer à faire leur sport. Il y a assez peu de recul là-dessus parce que la pratique est quand même relativement jeune. Hein, on parle du... Mais de toute manière, est-ce que tu vois beaucoup d'athlètes pro faire un marathon tous les mois, un marathon tous les 2 mois ou un marathon tous les 3 mois? Non. Les athlètes élites, c'est faux. Concrètement, ils font 1, 2, 3 marathons maximum par an. Ouais, maximum quoi. Pour performer, dans l'optique de performer. Oui, c'est clair. Et je pense qu'en fait... on rentre en fait dans ce cercle de plus en plus de pratique, en disant ouais, de toute manière le sport c'est bon pour la santé. Et au bout d'un moment, le sport peut être nocif pour votre santé. Et en fait, même si ça vous fait plaisir de faire tout ça, il faut aussi voir le long terme. Est-ce que à 65 ans, je vais être bloquée sur mon canapé parce que j'en ai trop profité? Et quand je parle, en fait, c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette image de Gargantua qui continue à se gaver, parce que c'est super. Et en fait, alors ok, il y a le côté un peu drogue dont on va parler de la bigorexie, mais il y a aussi ce côté où je kiffe, je profite de l'instant présent, c'est génial d'enchaîner l'ultra, d'enchaîner les marathons, les bidules. Sauf qu'en fait, on ne voit pas aux conséquences. Parce que tant que le corps, en fait, il dit oui, est-ce que vous, mentalement, vous pourrez vous dire non? Là, c'est bon, j'ajoute pas une course. Là, c'est bon, non, j'ajoute pas un dossard. C'est comme ça que viennent souvent les blessures. Si ça arrive... Tu vois, c'est ce que je te dis, des fois, tu as des exemples de gens sur les réseaux sociaux, pour pas citer certaines personnes, qui ne font que ça, enchaîner. Le corps ne se blesse pas. Mais moi, tu vois, je me questionne en tant que, tu vois, professionnel quand même, où j'accompagne des gens dans leur objectif, comment ces gens, physiquement, comment ils vont être dans 20 ou 30 ans. Et ils se blessent quand même, hein, pour le coup. Oui, mais peut-être quelque chose dont ils ne parlent pas. Mais tu vois, moi, clairement, tu vois, je reviens souvent sur ma fracture de fatigue, mais moi, cette fracture, ça m'a vachement remis les idées en place parce que je me suis retrouvée avec des béquilles et dépendante. Je sais plus, j'avais quel âge, 25 ou 26 ans. Je me dis, mais attends, mais le sport, c'est pas ça. Et parce que c'était un moment où... T'étais plutôt dans une spirale, c'est quoi, il y avait des dossards tous les week-ends quasiment. Oui, et le pire, c'est qu'à l'époque, je faisais pas du tout le volume, je faisais pas du tout du trail, je faisais vraiment que de la route. Et en fait, je me dis, mais le sport n'est pas censé me faire souffrir, n'est pas censé m'isoler de ma vie sociale, n'est pas censé me pénaliser professionnellement. En fait, tu vois, je me suis dit, là, j'ai tout faux. Là, j'ai vraiment tout faux dans ma pratique parce que moi, je veux pouvoir faire ce que j'aime jusqu'à 70 balais, quitte à être sur mon canapé la moitié de l'année ou quitte à faire autre chose, à me passionner pour autre chose, à me modérer pour pouvoir savourer en fait la pratique que j'aime et préserver mon corps. Et ça, j'ai envie de vous le dire, le capital, votre capital, que ce soit le capital osseux, le capital de collagène dans vos articulations qui vous préserve en fait de l'arthrose. En fait, je te compare ça forcément à la graisse que vous mettez sur votre chaîne de vélo. En fait, vous en remettez sur votre chaîne de vélo. Le vélo, en fait, il pourra toujours fonctionner. Contrairement à votre vélo, vous ne pourrez pas regresser des articulations. Quand vous aurez 50 ans et que vous aurez de l'arthrose parce que vous aurez abusé,
c'est fini. C'est fini et les douleurs, elles seront là, mais jusqu'à votre mort. Vraiment. C'est ce qu'il faut se dire. C'est une très belle métaphore. Non, c'est pas une métaphore, là, c'est la vérité. Et je vous le dis parce que moi, ma mère, en ce moment, elle a de l'arthrose. Elle a plus de 60 ans. Et les douleurs qu'elle a, malheureusement, et quand je lui ai expliqué que c'était qu'il y avait rien à faire, hein, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que je vous dis, ce capital, c'est pas c'est pas comme de la nutrition, on peut refaire le plein d'énergie. Non, en fait, on part avec un capital quand on est et il diminue au fil des années et c'est à vous d'apprendre à le gérer, mais c'est pas une gestion sur l'année, c'est une gestion sur toute votre vie, sur toute votre existence en fait. Et c'est pour ça que moi, tu vois, cette spirale de l'ultra, je me dis, est-ce que ces gens sont lucides ? Parce que je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte quand même que tout ce qu'ils font, ils ne pourront pas le faire tout au long de leur vie ? Est-ce qu'ils se disent... Après, je pense que... Parce que là, on a beaucoup parlé de volume et du coup d'augmenter les distances. Mais il y a aussi... tu vois, c'est pas uniquement ça la cause potentielle de problèmes dans le futur. Parce que, par exemple, si on prend ton exemple, toi, tu fais quand même beaucoup de volume aussi. Même si tu diversifies ta pratique avec du vélo et de la natation. Donc ça, on pourra en venir. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup la question d'intensité. Et là, on a parlé du toujours plus en termes de distance. Mais on peut aussi parler du fait d'essayer de vouloir toujours améliorer, par exemple, son chrono. Franchement, moi, c'est un choix que je respecte. Il y a beaucoup de personnes qui sont des coureurs, on va dire, de semi-marathon et de marathon. Ils font quasiment que ça finalement, et des 10 km, et toujours dans l'optique de vouloir améliorer son chrono. Et là, tu vois, forcément, tu fais appel à des entraînements plus intenses aussi que, on va dire, Pierre-Paul Jacques qui vont faire un 100 bornes en trail. Et est-ce que ça, c'est pas même peut-être plus dangereux en termes d'articulation, tu vois, à long terme ? Justement, c'est, on va dire, les personnes qui font 5, 6, 7 courses, 8 courses sur route dans l'année, dont 2 ou 3 marathons, avec toujours sur le bitume, toujours aller plus vite. Moi, j'ai en tout cas le sentiment qu'on a presque plus de chances de se blesser sur des entraînements, on va dire, avec intensité, parce que tu tires sur la corde raide en intensité sur du fractionné, que des personnes qui courent, entre guillemets, pour le plaisir, qui font du trail, qui sont en montagne, qui font des heures. Et finalement, musculairement, ils se font pas trop mal. Je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où, tu vois, le trail, même si j'adore ça, je suis quand même très lucide là pour le coup sur l'impact sur les articulations. Et ça, j'en avais déjà parlé, tu vois, sur mon blog où en fait, en descente, ton corps et les articulations absorbent jusqu'à 10 fois ton poids, alors qu'en vélo, c'est 2 fois et demi, enfin c'est genre rien, et que sur route, c'est je crois 4 fois et demi. Donc en fait, niveau articulaire, le trail est beaucoup plus traumatisant en fait oui, je peux témoigner. Oui, même pour les articulations, mais aussi musculairement parlant, même si tu dois te préparer physiquement à ça, et quand tu te prépares physiquement, ton corps va beaucoup plus facilement accepter ces contraintes, et c'est pour ça que c'est important quelle que soit finalement la pratique sportive, de diversifier sa pratique sportive pour en fait que, on va dire, les désavantages d'une pratique sportive soient compensés par les avantages d'une autre. C'est pour ça que le triathlon est quand même un sport qui a... quand même en triathlon, t'as très peu de personnes qui se blessent grâce à ces compensations, alors qu'être monosport, après tu vois, une personne qui cherche à battre, tu vois, ses records, de toute manière, le fait que son corps vieillisse, en fait, il va atteindre des limites et au bout d'un moment, en fait, ça va devenir frustrant dans le sens où il pourra plus jamais améliorer son chronomètre à cause, en fait, de cette vieillesse-là. Je peux vous assurer que ça peut arriver plus tôt que prévu. Mais après, tu peux gagner dans les catégories de vieux. Oui, ça, c'est bien. Oui, si tu vois dans le sens là. Mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça peut être frustrant où on va atteindre une limite. Après, il faut savoir que vous pouvez progresser sur marathon jusqu'à 45, 50 ans. Enfin, voilà. Eliud Kipchoge qui a un bon 35-36 ans. Oui, mais ça, tu parles des personnes élites, mais tu vois, pour les personnes à heure, c'est le cas. Mais après, il faut aussi se dire qu'on est sur des distances semi et sur marathon, qui sont donc quand même des distances longues pour de la route. Voilà, après, sur 5 et 10 bornes, on risque de moins progresser, plus on prend en âge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé d'aller sur ces distances-là quand on est âgé de plus de 25 ans. Je me lance pas là-dessus, c'est vraiment un débat puisque c'est cool qu'il y ait des gens qui se lancent là-dessus, mais en fait, il y a tellement de choses à savourer et de pas brûler les étapes, et c'est vrai que ça peut faire un peu conseil de vieux con, ne venez pas faire de l'ultra à 20 ans, mais parce qu'en fait, c'est
tellement traumatisant. Ça veut dire que si tu commences à faire de l'ultra à 20 ans, mais qu'est-ce que tu feras à 50 ? En fait, c'est ça, tu vois, la question que je me pose. Oui. Pour ça que je me dis, c'est super cool, en fait, d'essayer de s'épanouir d'abord sur une distance, d'apprendre à, justement, à mieux gérer cette distance. C'est pour ça que je me dis, quelqu'un qui cherche à battre son chrono, c'est plus sain, même si effectivement, les entraînements sont plus intenses et plus traumatisants, mais c'est pareil, c'est une question d'équilibre avec le fameux 80-20, 80 d'endurance, 20% d'intensité. Si tu arrives à respecter cette barrière, si tu arrives à faire des entraînements croisés, tu vois, je préfère quelqu'un qui a cette approche-là, qui est peut-être plus saine, en mode j'ai envie de performer sur la distance et je me concentre sur la distance comme ça, et peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, j'irai sur une autre distance pour me faire plaisir. Je préfère quelqu'un qui fasse ça et qui aille par étapes et qui kiffe chaque étape à fond, parce que progresser dans le sport, en fait, ça peut prendre, tu vois, beaucoup d'autres formes que progresser dans le volume. Malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça, et en fait, c'est vraiment un problème chimique. Et on parle souvent, tu parlais des endorphines en fait au début. Et le problème en fait, notamment du coureur, ça c'est vraiment l'exemple lambda, mais en fait vous pouvez reprendre ce schéma quel que soit le sport pratiqué. C'est qu'en fait au début, quand tu apprends à faire de la course à pied, tu ressens ces endorphines super rapidement. En 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu es sur ton petit nuage. Et le problème, c'est que plus tu vas pratiquer la course à pied, plus ce nuage, il va s'éloigner de toi et plus il va falloir que tu pratiques longtemps pour atteindre ce niveau d'endorphine. Et c'est pour ça, en fait, souvent qu'on parle de la drogue, parce que l'endorphine, c'est comme une drogue l'hormone. En termes de sensation. Ouais, mais c'est vraiment du bonheur, quoi, dans ton cerveau. Moi, quand je rentre de ma course à pied, j'ai vraiment cette sensation de souffle dans mon cerveau qui me fait du bien, qui m'allège. Et le problème, c'est qu'il faut des fois chercher très très loin pendant des heures. Et tu vois, à un moment donné, quand tu prépares des marathons, des fois, tu dois attendre 2 heures dans ta sortie pour trouver ton petit nuage, alors qu'avant, en 10-15 minutes, tu étais... Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que quand tu fais des fois de la course à pied pour justement ce petit bonheur, et tu dois grappiller des kilomètres pour le ressentir. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le fait aussi qu'on est dans une société qui valorise les chiffres. Excuse-moi, mais un 4 km, ça fait pas rêver, hein. Un 30 bandes, ça fait rêver. Enfin, tu vois, c'est en fait... La machine à café, c'est sûr que c'est plus vendeur. C'est ça, c'est beaucoup plus vendeur. Et en fait, le problème, je pense que c'est arriver à se détacher des statistiques et se dire, mais c'est kiffant de faire juste 30 minutes. Ne passe pas que par le fait de courir. Très bien. Et on a parlé du coup, diversification de la pratique. Donc le fait de faire plusieurs sports, justement pour les bienfaits, on va dire, déjà d'une part physique, donc d'éviter de se blesser. Et moi, je voulais parler justement aussi du côté mental. Et du coup, la diversification de la pratique, ça a un avantage déjà sur le physique. Forcément, on va potentiellement éviter de se blesser. Et également, on a parlé en intro de cette personne, voilà, en tout cas, c'est le cas de plusieurs personnes qui... une fois après avoir fait telle épreuve, on passe à la suivante, et à chaque fois, en fait, il y a comme une lassitude. Et en fait, le fait de diversifier sa pratique, voilà, de faire un peu de vélo, un peu de natation, un peu de course à pied, un peu de trail, un peu de marathon, un peu d'ultra, ça permet aussi de ne pas se lasser mentalement. Ça permet on fait... nous, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on voit notre pratique. On va construire un peu notre planning comme ça. Moi, voilà, je sais que j'ai pas envie de faire... que du trail l'année prochaine, même si j'adore ça. Mais t'en fais pas déjà. Non, mais j'en fais un peu. Mais voilà, j'en fais à petite dose. Et justement, voilà, on en a parlé. Moi, je sais que ça me fait relativement mal musculairement et au niveau des articulations. Faut aussi le dire quand même, Mathieu ne s'entraîne pas beaucoup. Oui, après, il y a une question effectivement d'entraînement. Et je sais aussi que je suis plus sur du triathlon, mais j'ai pas envie de faire que du triathlon. Voilà, peut-être que l'année prochaine, j'ai envie de revenir sur des courses aussi sur route pour justement améliorer aussi mes chronos et essayer de progresser. Et ça, je pense que c'est important au niveau vraiment mental, de ne pas être mono-pratique. Ah oui, non, mais c'est clair d'apprendre à diversifier pour ne pas se dire qu'il faut toujours passer au niveau supérieur. Et tu vois, moi, je pense que vouloir s'améliorer en chronomètre, ça peut aussi permettre de ne pas vouloir forcément allonger, et juste apprendre à vraiment maîtriser une épreuve, c'est aussi super cool. Moi, personnellement, je m'éclate à vouloir maîtriser l'Ironman 73. À chaque fois que je m'améliore sur cette distance, j'en suis contente. Beaucoup de personnes me disent mais pourquoi tu reviens pas sur Ironman? Je vous le dis, en fait c'est la prépa qui me casse les pieds. J'ai pas envie de m'imposer ce volume de préparation parce que j'aime trop en fait tous les autres sports que je pratique, j'aime trop cette diversité et je veux pas renoncer au rando qu'on fait. Je me dis si je prépare un Ironman,
je pourrais plus aller randonner, je pourrais plus trop faire de trail parce que ça va me causer trop de micro-traumatismes dans les muscles, donc je pourrais pas aller sur route pour m'entraîner pour le marathon de l'Ironman. Et je me dis, voilà, moi je préfère toutes mes passions, je préfère aller nager et m'améliorer techniquement, tu vois, que ça. Je préfère aller faire du yoga, je préfère aller faire du pilates, et c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas obligé de rentrer dans le toujours plus, on peut juste essayer de chercher de la qualité dans sa pratique et apprendre en fait à prendre du recul. Après, c'est normal d'être euphorique quand on débute et qu'on cherche en fait à passer chaque palier. Et moi, je suis plutôt kiffer chaque palier, savourer chaque palier et faites-vous plaisir et surtout détachez-vous le plus tôt possible dans votre pratique du regard des autres qui poussent en fait à la performance et la performance que ça soit chronométrique mais aussi volumétrique avec oh oui, j'ai fait 110 km cette semaine et vous avez fait combien? Ouais, 110 km. Mais en fait, quel est l'intérêt de faire autant? Après ça, il faut se détacher. Hein. Je pense que c'est chacun... Et c'est une question d'envie. Pour moi, ça passe vraiment par ça. C'est ça la clé. C'est la question de faire des choses qui te font envie à toi. Et il ne faut pas faire des choses parce que tu as envie de plaire à la société ou à un tel ou que tu as envie de faire pareil que l'autre. Je pense que c'est vraiment la clé parce que si tu fais ça, effectivement, au bout d'un moment, tu vas droit dans le mur ou tu vas te lasser ou tu vas te blesser. Oui, mais tu vois, ce que je t'explique, c'est genre la pression des réseaux sociaux, en fait. Moi, personnellement, je partage plus aucune statistique sur Instagram. Les gens peuvent aller voir ce que je fais sur Strava. Mais en fait, je m'en fiche du nombre de volumes que je fais, comment je prépare. Parce qu'en fait, tu vois, la police de Strava qui vient te dire que tu vas pas assez vite ou la police d'Instagram qui limite sous-entend que tu fais pas assez de volume pour préparer tel ou tel cours. En fait, c'est épuisant nerveusement et je pratique pas pour eux et je dois rien, en fait, à ces gens. Et des fois, c'est difficile, tu vois, quand tu débutes, parce que tu te crois dans l'erreur en disant, j'ai pas assez couru, en fait, ou je cours mal, ou je cours pas assez vite, ou je cours trop, ou enfin, je pense pas que les gens ils se disent qu'ils courent trop. Mais voilà, et c'est pour ça que je vous dis, il y a ça d'un côté à prendre en compte, mais aussi prenez en compte votre santé. Est-ce que vous voulez avoir des genoux bousillés à 50 ans, parce que clairement l'arthrose ça commence très tôt des fois pour les sportifs. Voilà, je pense que c'est très dommage qu'on ne voit pas assez sur les reportages en fait sur la vie d'après pour certains sportifs de haut niveau, parce que je vous le dis, moi tu vois, mon diplôme de stage je l'ai fait à l'INSEP et les gens ont des corps bousillés et le sport qu'ils aiment ils ne peuvent plus le pratiquer, souvent de toute manière ils ne veulent plus. Le sport de très haut niveau, c'est sûr que tu vas toucher à des extrêmes, hein, souvent. Oui, mais tu vois, tu parles de sport de très haut niveau, mais en fait, il y a des personnes en fait qui s'imposent des volumes tellement énormes que c'est des élites. Que c'est comme des élites, sauf qu'ils n'ont pas le suivi des élites. Ils n'ont pas des kinés, ils n'ont pas des nutritionnistes. Et tu vois, c'est pour ça que quand on parlait d'ultra, je me dis mais ouais. Les gens en fait qui vont participer à des ultras, ils vont forcément devoir s'imposer une certaine préparation pour faire ça. Et des fois, même le corps, il va devoir récupérer une telle énergie. Enfin, pour moi, on n'a pas de recul en fait sur ces épreuves-là. Et même si c'est des épreuves d'endurance, c'est quand même hyper traumatisant. Et je pense qu'il faut réfléchir un peu au long terme. Ça n'empêche pas de faire un ultra, mais on va pas faire genre un ultra tous les 2-3 mois en fait. C'est ça, c'est vraiment être dans la maîtrise et dans le juste milieu de sa pratique. Parce que le toujours plus, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça fait moins. Ouais. Bah écoute, on va pouvoir... Justement, on a votre avis sur la question parce que on vous a posé la question sur Instagram et sur Twitter. Merci d'ailleurs d'y avoir répondu avec votre avis parce que c'est passionnant en fait d'avoir votre point de vue. Alors on va lire vos témoignages avec nos plus belles voix. On a notamment Fabrice qui nous dit « Je suis plutôt dans le kiff de faire mieux que de faire plus. Donc plutôt privilégier la qualité que la quantité. Du coup, faire des prépas, on va dire, propres, plutôt que me focaliser sur le chrono ou le classement. » Voilà, mais après, c'est très perso et c'est comme ça que je le vois. On a aussi également Elvira qui nous dit « Moi, je parlais à un ami quand on roulait ensemble dimanche. Il était dans une équipe d'athlétisme quand il était jeune et il me disait qu'il avait vu l'évolution des gens qui se sont mis à courir et de la création d'épreuves de plus en plus folles ou de plus en plus extrêmes. Perso, j'aime bien rester dans ma zone de confort, mais j'aime beaucoup aussi me voir progresser. Je suis quand même très prudente et je m'engage pas sur des choses dont je me sens pas capable à la base. Néanmoins, je peux être parfois jalouse de voir certains défis que relèvent d'autres personnes. Donc c'est vrai que ça peut être tentant de
d'aller sur l'épreuve au-dessus. J'ai une réponse de Daddy the Bit, si jamais tu te reconnais. Je me suis posé la question quand je me suis assez sérieusement blessée parce que j'en faisais trop avec 0 récup. J'avais atteint mes objectifs, mais ça n'était pas assez. Aujourd'hui, je fais plus attention à ma récup, j'y trouve plus de plaisir et plus de confort dans la vie de tous les jours. Et quand je parle de confort, c'est moins de douleur, moins de problèmes d'humeur, meilleur équilibre familial, plus de temps pour les autres et le moment que je consacre au sport est plus choisi que machinal. Et tu vois, c'est ça. Parce que je pense que quand tu rentres dans une préparation, tu passes du oui, bah tiens, je vais aller m'entraîner, ça va être cool, là, il faut que j'aille m'entraîner, en fait. Je dois. Et c'est vrai que effectivement dans une pratique sportive, c'est important d'avoir une part de discipline, mais la part de discipline, elle doit pas empiéter sur la part de plaisir. Parce que oui, des fois, ça peut être une corvée d'aller faire un fractionné, mais quand votre cerveau, à la fin, il est fier de vous, tout va bien, c'est cool. Mais quand à la fin de la séance, votre cerveau, il est juste, ouais, bon, ok, je suis encore plus crevée mentalement, compliqué d'enchaîner. Là, il y a une question très intéressante. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aux yeux des gens, c'est plus waouh de faire un marathon qu'un 10K ? Donc on veut impressionner son conjoint, ses parents, sa famille, soi-même. Et que pour les gens, plus c'est long, plus c'est dur. Alors que faire X kilomètres en X heures serait plus dur. Ça, c'est Louise. Et c'est vrai que c'est ce que je dis, en fait. Dans la société, maintenant, c'est tellement devenu banal, en fait, d'être marathonien. Alors qu'on vous a dit que ce n'était pas banal, en fait. Et ben, tu te dis, bah, qu'est-ce que je dois faire après tu vois, cette logique du impressionner, je pense pas qu'on choisisse une course pour impressionner, même si je pense que des fois sur les réseaux sociaux t'as vraiment des personnes qui sont plus dans l'étalage du toujours plus et que ça devient gênant en fait pour eux hein. Non mais clairement moi je suis désolée quand je vois certains trucs passer je fais c'est vraiment la guerre de la grosse quéquette en fait pour certains tu vois genre alors moi je vous le dis hein, statistiquement je le vois hein, sur Strava, sur YouTube, sur Instagram. Mes posts les plus likés, c'est des posts où en fait j'ai fait un truc exceptionnel. C'est toujours une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Donc par exemple, une nouveauté, ton premier ultra, oui, Ironman. Vous dire que j'ai gravi le Ventoux, ça fera moins de likes que vous dire que j'ai fait 3 fois le Ventoux dans la même journée. Véridique. Pareil sur Strava, un 10 bornes en endurance fondamentale tranquillou bilou, ça sera moins liké une endurance fondamentale tranquillou bilou de 30 bornes. Mais c'est tout. C'est comme ça. Oui, mais c'est pas... Mais alors que je pense que toute pratique, tout devrait être valorisé parce que quel que soit son niveau, en fait, sortir et se bouger le cul, ça devrait déjà mériter 5 étoiles. Très bien dit. J'ai un témoignage aussi sur Instagram de Fantôme et Milou. Perso, après avoir accompli un objectif, j'ai toujours eu ce sentiment de dépression post-course en me disant voilà c'est fait et maintenant qu'est-ce qu'il y a. Je trouve que c'est dommage car à peine le challenge célébré, je me dis voilà c'est fini, qu'est-ce que je peux faire ou faire de mieux ou faire de plus ou plus difficile. Ça a commencé par un marathon qui me semblait être un but ultime pour moi qui ai joué au foot jusqu'à mes 28 ans. Détester l'endurance et surtout la course à pied. Ah je te reconnais un peu moi. Mathieu ouais. Une fois le marathon fait, je me suis dit il me faut plus dur etc. Je suis allé jusqu'à l'Ironman 2 ans après. Et maintenant, je pense à des ultra-trails. Je n'avais jamais fait plus que 10 km à pied en 2019. Je pense que naturellement, l'humain se dit « Putain, je suis quand même balèze. Maintenant, what's next ?» Et puis, plus on prend de l'expérience, plus on sait qu'on est capable de faire encore plus. Pour mon exemple, maintenant que j'ai fait un Ironman, c'est que je suis capable de faire un 100 miles en courant. Donc, c'est un 160 km en format ultra. Alors que pour rappel, en 2019, mon objectif ultime, c'était le marathon. On est juste dépendant de cette sensation de bien-être, de travail accompli. Et le sport est une drogue, c'est une vérité pour moi. Parce que beaucoup pourront se reconnaître dans ce témoignage. Moi, personnellement, tu le vois bien dans mon propre itinéraire. Quand j'ai commencé le triathlon, c'était après mon premier marathon parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après, en fait. Et même là, je vous en parle et je fais de l'ultra-trail. Mathieu, des fois, tu me pousses, tu me dis, c'est bon, alors l'année prochaine, tu fais l'UTMB, et l'année prochaine, tu fais ça. Et en fait, non, tu vois, l'ultra, c'est quand même beaucoup de douleur et beaucoup de fatigue. Et cette année, comme d'ailleurs pour la CCC, quand j'ai fait mon ultra en juin, et en juillet, je vous le dis, je suis quasiment jamais allée au resto avec mes copines par rapport à 2021 parce que je pionçais. Parce que j'ai passé mes soirées de 18h à 20h à faire la sieste, à me réveiller, à manger et à me coucher à 22h en fait. Et ça... Je me rappelle.
Oui, bah tu t'en rappelles parce que tu te foutais de moi. Mais, Pas qu'un peu. mais parce qu'en fait, l'ultra trail, c'est pas que de la fatigue musculaire une semaine après. En fait, c'est tout qui devient épuisant. En fait, je me reconnais dans son itinéraire. Donc en fait, il faut apprendre, c'est ça, à gérer, à se dire oui, bah, ok, je fais un ultra, mais le restant de l'année, bah, je vais pas faire d'autres ultras. Ou peut-être l'année d'après, je vais pas faire un ultra. Voilà, c'est vraiment de la gestion C'est qu'il faut sur. éviter de tomber dans l'engrenage. Ouais, en mode, bon bah tiens, maintenant que j'ai fait 160 bornes, je vais faire 250. Enfin, en fait, je pense que oui, ok, on peut faire 250, mais une fois par an ou une fois tous les 3 ans. Et en fait, votre vie, c'est comme, en fait, c'est pire, c'est beaucoup plus long qu'un ultra. Et je pense que c'est bien d'avoir un calendrier pas plus que décennal, hein. C'est sur toute votre vie, ces courses-là. Et ok d'aller dans le toujours plus, mais pas dans le toujours plus tout de suite, tu vois. Il vaut mieux Et tout le temps. une belle ultra vie que 10 ultra trails. C'est ça mon bébé, c'est exactement T'as vu ça. J'ai un bon témoignage aussi de Léonie. Concernant mon point de vue sur la question du toujours plus en sport, je pense que le schéma n'est pas forcément négatif selon le mindset auquel on associe notre pratique. Pour moi, le toujours plus loin, mieux ou plus vite me permet de me rendre compte de mes capacités physiques. Genre, mon corps me permet de faire ça, c'est quand même ouf, c'est quand même incroyable. Ça peut aussi permettre d'atteindre un équilibre mental. Si je me donne à fond dans ma pratique sportive, alors je décide d'y consacrer une grande partie de mes moyens et j'accepte en contrepartie de relativiser sur les autres aspects de ma vie, les petits problèmes quotidiens, pro ou perso. Je ne sais pas si je suis clair, mais en bref, une implication très importante dans le sport me permet de tout ranger plus clairement dans mon esprit en fonction de la priorité que je souhaite donner à chaque chose. Je pense que ça va te faire écho. Oui, mais tu vois, c'est exactement ce que je dis, c'est vraiment une pratique saine et équilibrée. Et alors effectivement, chacun range ce qu'il veut sous le terme sain et équilibré. Mais pour moi, tu vois, c'est quelque chose qui est sain et équilibré, d'y aller à mesure et que quand on choisit un objectif, on s'y met à fond, on le prépare vraiment bien et on prépare aussi la récupération et c'est pour ça que c'est équilibré et c'est le toujours plus mais bien encadré et de toute manière moi je vous avoue le corps même si il peut nous prouver toutes les capacités qu'on a parce qu'il n'y a pas de en fait c'est ça qui me gêne quand les gens disent oui j'ai fait un marathon sans le préparer bah oui parce que le corps il va pouvoir le faire mais en fait c'est quel est le coût que tu vas payer, quel est le coût que ton corps va te faire payer et le problème c'est que surtout c'est pas le bon message pour les autres. Oui mais le problème c'est que tu passes à la caisse mais en fait tu vas passer à la caisse à un moment donné, ton corps il va te le faire payer mais sauf que tu sais pas quand. Après il y a Kerry Tico qui dit un sport amateur on se donne souvent un objectif pour se motiver, une fois l'objectif atteint, pour trouver encore de la motivation à s'entraîner, on risque de chercher un défi encore plus dur ou plus fou. Sinon on cherche dans une autre discipline et on cumule. C'est vrai. Ouais c'est vrai. J'ai un témoignage aussi de Manon. Très compliqué de sortir de la logique du toujours en faire plus. Déjà parce que je trouve les réseaux en sont pour beaucoup la cause. Parmi les trailers, triathlètes, beaucoup ne parlent que d'ultra-endurance. Exit la performance sur du court, selon mon avis. Et par ailleurs, aussi à cause de notre entourage. Si les sportifs très peu comprennent qu'on refuse certaines courses, car ça fait trop ou qu'on a envie de faire d'autres choses. Et ils ne comprennent pas que l'on puisse suivre un plan d'entraînement, par exemple 2 heures de vélo en endurance fondamentale, c'est pas 3 heures de vélo à bloc à taper des pancartes. Elle a raison. On passe un peu pour la chieuse de service et ça en devient difficile de s'écouter. Mais moi je suis d'accord parce que tu vois une fois à vélo je me suis fait rattraper par un groupe et j'étais en mode récup et le gars il a pas arrêté de me harceler en disant reste dans la roue. Je fais mais en fait je veux pas rester dans ta roue en fait. Je me souviens c'était après un trail, j'étais en mode récup et j'étais revenue, j'étais énervée parce que genre il m'avait trop saoulée, surtout qu'en plus vu qu'ils arrêtaient pas d'être hyper irréguliers dans leur vitesse, au final moi je les rattrapais en fait à chaque village tu vois parce que ça devait jouer à la pancarte et ensuite être complètement mort dans la traversée du village et je les rattrapais et en fait je me suis retrouvée à faire quasiment 20 km avec eux, jamais dans leur roue mais qui me harcèlent en mode allez accélère, genre mais non et des fois quand je m'entraîne avec une amie à la piscine, quand je dis que aujourd'hui je vais faire tranquille et jamais j'arrive à faire tranquille quand elle est là. Et oui ça c'est c'est le côté négatif aussi de faire en groupe qui est quand même bien souvent plutôt positif. Le fait d'être entraîné par on va dire la force du groupe, c'est quand même plutôt positif en général, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des côtés négatifs aussi. Je pense qu'il y a un effet d'entraînement, c'est le cas de le dire,
quand t'es dans un groupe en fait qui te fait qu'est-ce que tu vas faire après en fait, ou viens on fait comme ci, viens on fait comme ça, et aussi le côté un peu complexé de je voulais faire l'endurance fondamentale, mon endurance fondamentale elle est 6 minutes 30 des kilomètres, et le gars en fait il ne veut pas accepter de courir avec toi à cette allure là quoi, et donc forcément tu te forces à être soit en endurance active, soit carrément en tempo, et tu peux jamais finalement t'entraîner comme tu le souhaites. Nous avons Long Hike qui nous a envoyé un très long témoignage, mais tu vois qu'elle associe plutôt à l'escalade, et c'est intéressant je pense d'avoir un autre point de vue sur un autre sport qui est quand même différent. Pourquoi l'escalade c'est plutôt simple? Pourquoi toujours plus? Car chez moi c'est devenu clairement une addiction. Je vis, je dors, je mange pour la grimpe. C'est devenu mon principal échappatoire et je ne veux plus m'en passer pour mon équilibre mental. En termes de performance, je reviens de loin, je n'ai jamais été très sportive jusqu'à ce que je me mette à ce sport parce que je l'aime. Je ne cherche pas à long terme d'évoluer dans des cotations très très élevées. Alors juste parenthèse, sur les cotations, c'est les difficultés des voies en escalade. Mais je veux absolument avoir un niveau suffisant afin d'être à l'aise en falaise et en grande voie et pouvoir profiter de la montagne comme il se doit. Donc c'est vraiment de l'escalade en extérieur, pas en salle. Toujours plus également, car quand on se sent évoluer sur une voie, retenir chaque mouvement au millimètre près, c'est juste dingue, et je ne sais pas si c'est propre à l'escalade, mais le fait de se rendre compte de ce que notre corps peut faire, c'est magique. Toujours plus également, car j'adore me casser la tête sur des voies que je n'arrive pas. C'est un peu comme un problème de maths et que tu trouves la solution qui te vient, c'est juste trop cool comme sensation. Pour la rando et l'alpinisme, toujours plus, parce que je pense que les montagnes est le plus grand amour de ma vie, après mon chien, faut pas déconner, et que je ne me lasserai jamais de ces paysages, donc je veux en profiter au maximum et en voir le maximum. C'est pourquoi je m'entraîne beaucoup, surtout du cardio, avant d'aller en montagne, afin qu'une fois sur place je puisse en profiter au maximum. Dernier aspect pour l'escalade et l'alpi, toujours plus, car j'adore apprendre toutes les techniques, tous les nœuds. Je trouve que le partage et la transmission sont tellement importants dans le sport, et c'est pour ça que j'aime en faire encore plus. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi cet aspect gourmandise. Quand tu vois, on parlait de l'image du gargantuesque, c'est qu'en fait, et moi c'est pareil, en trail, je me dis ouais c'est cool de faire un 50 bornes, mais est-ce que je vais en voir suffisamment? Ah oui, le côté paysage. Et par exemple, tu vois, ce qui m'a vraiment frustrée dans le trail de la Mascarène de la Réunion, c'est que je me suis dit, en fait, on n'en a pas vu beaucoup, tu vois. Oui, on n'a pas vu beaucoup, pour plusieurs raisons, pour le côté Oui, on est parti de nuit. Mais oui, c'est clair. Et puis il y a même, moi ça me fait penser à, je pense qu'on a dû déjà se le dire, oui, on va pas se déplacer pour faire un 20 bornes. Tu vois, oui, non mais alors qu'on peut totalement, faire un trop, 50 c'est trop vrai. Ça, je pense qu'il y en a oui. beaucoup aussi qui se posent la question. Oui, je vais pas faire 3 heures de route pour aller dans les Alpes pour juste faire Oui, bah le oui. 23 km du Mont Blanc, alors que j'ai les capacités de faire le marathon du Mont Blanc, par exemple. C'est d'ailleurs exactement ce que je t'ai dit hier soir Bah oui. sur les choix de course, Quand tu vois. on a fait le planning. Et après, c'est pareil, regardez, quand nous, on part en Ariège, mais en Ariège, de 8h du mat, en fait, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on n'est pas dans notre location, en fait. Ouais. On en profite à fond. Et les gens, ils nous disent, mais pourquoi vous arrêtez jamais? Mais en fait, oui, mais c'est parce qu'on veut ouvrir très, très grand nos yeux. Ça, tu vois, c'est vraiment le fait de... Ouais, la montagne qui est quelque chose d'hyper addictif, parce que c'est vraiment très, très beau. Sublime. Et t'es dans des espaces magnifiques, mais tu vois, on a de la chance de pouvoir diversifier un peu notre pratique, de faire un peu du vélo pour que ça soit moins fatigant. Et après il y a l'autre l'aspect qui est, je pense, la santé mentale, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, et c'est vrai qu'il y a ce côté addictif au sport qui quand même vous permet de garder cet équilibre de santé mentale, des fois très très artificiel grâce à l'endorphine, et en fait tu pratiques pas, t'es triste, et ça c'est vraiment, on rentre dans la bigorexie, et on n'aura pas le temps de trop en parler, mais c'est vrai que c'est assez... Moi je préfère être bigorexique que je sais pas, alcoolique, mais au final on arrive à des contraintes dans votre vie sociale, vie professionnelle à cause du sport qui sont maladives. Ça peut autant vous faire du mal, parce que c'est bien de repousser ses limites, de voir à quel point son corps est magique, mais le problème c'est que c'est ce qu'on vous dit, le corps il va vous faire payer à un moment donné où on s'y attend pas, et même si c'est des très belles histoires, et tu vois je suis tout à fait d'accord avec son témoignage, je m'y reconnais vachement avec le trail, et ben faut trouver, tu vois, cet équilibre là quoi. T'avais lu Jérémy? Ou est-ce qu'on passe à notre guest? Alors, c'est un guest qui s'appelle Nawel Passera. On avait rencontré d'ailleurs en Ariège, un grand, on va dire, amateur de montagne, d'outdoor. Il est notamment à l'origine d'une course. La Pika Pika. Voilà, d'ultra trail qui s'appelle la Pika Pika, qui pour le coup porte bien son nom puisque c'est quand même une course assez dingo. Je vous retrouve juste le ratio dénivelé kilomètre est hallucinant. D'ailleurs, je crois que nulle part ailleurs, elle est comme ça.
Ouais, c'est assez exceptionnel. La Pika Pika, c'est un 109 km. Donc voilà, c'est pas incroyable en soi. En ultra, En Mathieu, ultra, précise, s'il te plaît. avec... Non, mais regardez son discours, il vous dit c'est pas incroyable, hein, 109 Non, mais c'est bornes. 109 km avec 11 500 mètres de dénivelé positif. Oui, c'est. Donc c'est plus de dénivelé qu'un UTMB qui fait 170 bornes. Donc c'est pour, voilà, ça vous fait passer l'UTMB pour un marathon sur route, grosso modo, en termes de dénive. C'est un peu pour vous placer le bonhomme. Il fait, allez, voilà, il fait de l'ultra trail, de l'ultra cycling aussi. Et on va dire que pour lui, il commence à se chauffer à partir de 24 heures de course. Voilà, c'est pour vous resituer et voilà, pour vous introduire le fait que l'ultra-endurance, c'est aussi une question de perspective en fonction de son échelle en fait de pratique. Voilà, ce qui nous paraissait, nous, avant, incroyable et hyper long, ne serait-ce qu'un marathon. Aujourd'hui, par exemple, moi qui fais de l'Ironman, ça me paraît être un sprint presque. Ça me paraît court comme distance. Parce que mon corps est habitué aussi à des épreuves de 10 heures. Et du coup, on a posé quelques questions à Nawel. Qu'on va vous glisser juste après. Tout d'abord, merci Nawel de nous avoir répondu. Et du coup, la première question, on voulait savoir quel était ton cheminement justement vers l'ultra-endurance. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé là. Mon cheminement vers l'ultra-endurance a été très, très rapide parce que de suite, c'est ce qui m'animait, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé le trail en juillet 2012 et 7 mois après, je faisais le trail des Citadelles qui pour moi à l'époque était un ultra, hein, ça faisait 70 km et 3500 mètres de dénivelé et 2 ans après, je le gagnais. Donc tout a été très vite. En 2014, après 2 ans de pratique, je finissais aussi la Diagonale des Fous. Donc voilà, de suite j'ai eu envie de faire de l'ultra-endurance, mais après il faut voir qu'est-ce qui est de l'ultra-endurance. Au fur et à mesure de l'évolution de ma pratique, tout a changé. La vision de l'ultra a changé, et les ressentis que j'avais par rapport à l'ultra a changé par rapport aux évolutions de ma pratique, tout simplement. Clairement, ce qui était pour moi un ultra en 2013, 2014, 2015 ne l'est plus en 2020 et encore moins en 2022. Donc on s'adapte au pouvoir du corps humain. Donc voilà, j'ai découvert l'ultra vraiment endurance qui pour moi est l'ultra endurance. Maintenant, c'est quand on doit gérer du sommeil. Tant qu'on ne doit pas gérer du sommeil, clairement, pour moi, c'est pas de l'ultra endurance. Je sais que sur une épreuve, si je finis l'épreuve en moins de 35 heures, je n'ai pas le besoin, je ressens pas le besoin de dormir. Par contre, si je sais que l'épreuve va se terminer en plus de 35 heures, dès 24 heures d'épreuve, je commence à dormir. Et là, clairement, c'est de l'ultra-endurance pour moi, parce que jusqu'à 2016, j'avais pas eu à gérer du sommeil en épreuve. Et c'est lors du Tour des Géants où j'ai découvert vraiment cette clé de l'ultra-endurance qui, pour moi, voilà, fait le distinguo entre ce qui est ultra et ce qui ne l'est pas. Merci Nawel. Et en deuxième question, on voulait rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà, pourquoi l'ultra et qu'est-ce que tu recherches en fait sur des épreuves comme ça de plusieurs heures? Plusieurs heures, on va dire déjà plusieurs jours. Clairement, pourquoi l'ultra? Parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que vraiment c'est dans ces moments-là que je me sens vraiment bien, c'est ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche? Ce plaisir, cette déconnexion avec cette société où tout est timé, tout est minuté, nos vies sont réglées, il faut aller vite tout le temps. Là, dans un ultra, au bout de 2 ou 3 jours, j'arrive à perdre la notion de l'heure, perdre la notion des jours. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que les seules choses que j'ai à gérer, c'est m'alimenter, boire et avancer. C'est un luxe pouvoir se déconnecter de la société actuelle où tout va trop vite, où tout est fou. Vraiment, c'est vraiment une sensation que j'aime et que je recherche. C'est un lâcher-prise par rapport à cette société qui est folle. Donc, c'est des moments de luxe, clairement. Pour moi, c'est vraiment... Et en plus de ça, l'aventure, c'est que on avance, on voit des paysages qui sont extraordinaires, on voit beaucoup de choses, on s'imprègne de beaucoup de choses. La fatigue fait que on est de suite plus sensible à pas mal de choses. Et faut pas se cacher aussi, c'est que on génère tellement d'endorphines, tellement d'adrénaline que ces moments de manque de sommeil, de fatigue, et c'est ce qu'on recherche, on en a besoin. Clairement. Et c'est juste un retour aux sources à ce que l'être humain fondamentalement. On n'est pas fait pour être sédentaire et pour rester dans son canapé.
Donc si l'être humain a pu survivre dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'il s'est déplacé, et sur de longues distances et sur de longues durées. C'est pour ça on a un corps qui se prête vraiment, qui a des qualités extraordinaires d'endurance. Dans le règne animal, on est les seuls à pouvoir avoir une telle endurance. Donc c'est juste un retour, pour moi c'est juste un retour aux sources. Et voilà. Après, il faut arriver à caler ça avec un emploi du temps professionnel, un emploi du temps familial. Et ça c'est le plus dur, parce que clairement, ça tiendrait qu'à moi, je ferais bien plus d'aventures, parce que on ressent des moments de plénitude. Le phénomène du toujours plus, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Clairement, on va revenir un peu par rapport à ce que je disais avant. C'est pourquoi fondamentalement on fait les choses. Si on fait les choses parce que plaire aux autres, pour rentrer dans les standards d'une société qui dit que en 2020 ou en 2022, il faut faire de l'ultra-endurance, clairement, ça peut pas être une bonne chose. Quand moi je fais les choses, je les fais parce que foncièrement, je sais que c'est les choses que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, en ultra-endurance, il y a tellement de difficultés que c'est grâce à ça que c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est que si t'es pas convaincu par le pourquoi tu fais les choses, clairement, ça devient très très limitant. Il faut vraiment, quand on s'engage dans une épreuve d'ultra-endurance, se rendre compte des conséquences que ça va avoir. Si on s'engage dans une épreuve d'ultra-endurance et on se dit j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pas avoir mal, on fait fausse route. Parce que quoi qu'il arrive, l'effort qu'on va infliger à notre corps fait qu'on va avoir mal et qu'on va devoir souffrir et qu'il va toujours avoir des grains de sable dans l'engrenage. L'épreuve est tellement longue qu'il va falloir gérer. Donc voilà, il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Et là est tout le débat. C'est que si on fait ça pour faire le bowl à la machine à café le lundi, et qu'on fait ça justement pour les autres, et là oui, clairement, il y a une dérive et il y a un problème. Mais si c'est vraiment ce qu'on recherche et ce qu'on maîtrise et ce qu'on aime, et ce que là, de suite, c'est pas du tout le même spectre. Mais force est de constater que sociétalement, les choses changent, que les distances, les dénivelés font plus peur à grand monde. On se rend pas trop compte de ce que ça représente. Il faut que les gens soient conscients dans ce qu'ils s'engagent, mais après c'est pas pour ça qu'il faut restreindre la liberté des participants des épreuves d'ultra et les infantiliser. Après c'est très sociétal, en France on aime bien infantiliser et restreindre les libertés, c'est la mode en ce moment, mais quand je vois qu'on se pose la question d'obliger des 4 heures de sommeil sur des épreuves d'endurance, c'est clairement le reflet de la société, c'est l'infantilisation et c'est la restriction de liberté. Moi quand je me prive de sommeil sur une épreuve, je sais exactement les conséquences que ça a sur ce que ça peut avoir. Voilà, donc il faut absolument avertir les gens qui comprennent les tenants et les aboutissements de l'ultra-endurance, les risques que ça entraîne, et après, à partir de là, une fois que les gens ils savent dans quoi ils s'engagent, et voilà, si c'est ça qui les anime, il faut absolument de foncer. Mais voilà, ne surtout pas s'engager dans des épreuves d'ultra-endurance pour prouver quelque chose aux autres, non, non. C'est parce que c'est une décision personnelle sur une pratique qui fait rêver et qui a le mérite d'exister depuis tellement d'années, parce que maintenant c'est nouveau, parce que voilà, on en parle, mais les épreuves d'ultra-endurance, elles ont toujours existé, maintenant c'est la mode, c'est le boom, mais aussi ça s'explique aussi parce que les progrès faits par la technologie, quand on voit les sacs de trail ou les sacoches de vélo, voilà, le bon technologique qu'il y a eu par rapport à tout ça, fait que maintenant ça devient plus accessible. Mais comme je disais précédemment, après, ce qui est ultra pour certaines personnes n'est pas pour d'autres, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que les gens fassent du sport, se dépensent. Après, il faut vraiment que chacun le fasse pour soi et non pas pour les autres. En conclusion, voilà, j'aimerais juste dire que sur ce domaine passionnant qu'est l'ultra-endurance, pour moi, l'ultra-endurance, c'est la liberté. Et cette liberté, elle est tellement précieuse, il faut la chérir. Et voilà ce qui m'anime dans ma pratique. Tu vois, je veux revenir sur le point en fait de Nawel, sur le fait que c'est la liberté, l'ultra-endurance. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus de personnes vont en fait sur le long. C'est parce qu'il y a cet aspect de déconnexion. Ce côté où quand tu participes à ce type d'événement-là, tu te retrouves face à toi-même pendant de très très longues heures, pas minutes, voire jours en fonction. En fait, tu vois, sur l'ultra trail, je ressens des choses que je ne ressens pas
et que je n'ai jamais ressenti sur d'autres épreuves. Parce que déjà, effectivement, tu as cet aspect de gérer ton sommeil quand tu es dehors dans la nuit, mais tu as aussi ce côté de reconnexion. Je sais que ça fait un peu into the wild et tout, mais en fait, tu es libre. Ouais, tes sens, ils sont en plus exacerbés. Oui, après, oui, il y a ce côté un peu chimique des endorphines et tout, mais il y a un truc qui se passe quand t'es dans la montagne ou même quand t'es à vélo sur de très longues, où en fait, moi je trouve qu'il y a une sorte de silence qui se fait dans ta tête et tu as des besoins qui sont juste très simples à satisfaire et tu en prends plein la vue et c'est tout. En fait, tu dois te préoccuper de rien d'autre que juste kiffer, gérer en fait ce qu'il y a de très facile à gérer, hein, pipi, caca, manger, boire, c'est ce qu'il y a de plus simple, et dormir dans des lieux juste magnifiques. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais sur l'ultra trail tu t'ennuies à un moment donné, mais en fait le temps il est suspendu, tu ne le vois plus passer et c'est des sensations de pure liberté que je ne ressens pas sur Ironman, que je ne ressens pas sur route, pas parce que l'Ironman ça dure 12 ou 14 heures, mais c'est parce qu'en fait tu es dans une gestion de performance avec un chronomètre, alors que dès que tu vas sur de l'ultra-endurance, le chronomètre, même si t'as envie de faire la meilleure course possible, il passe quand même, pas, quoi, il passe quand même en second plan, et je pense que c'est le cas même pour les gens qui sont excellents, ou même pour les élites, ou même pour les professionnels. Je pense aussi que eux, ils passent au second plan et qu'ils laissent fonctionner leur corps en de pilote automatique, que finalement c'est leur corps qui va permettre d'y arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur l'ultra-endurance, tu arrives à avoir des femmes qui font aussi bien que des hommes, parce que elles ont une meilleure gestion de leur course, donc sommeil, alimentation, nutrition, hydratation, que certains hommes, et aussi de leur gestion globale de la course, tu vois. Donc on l'a encore vu cette année. En fait, une fois que tu as goûté à ce sentiment, et c'est addictif, pour l'instant, moi j'ai pas d'objectif ultra-trail l'année prochaine, et ça m'inquiète un peu parce que tu vois, je me dis est-ce que j'arriverai pas ça va te manquer, est-ce que j'arriverai pas à retrouver ce waouh. C'est un peu la formule toute faite de se sentir vivant, mais qui en fait quand tu l'expérimentes, c'est un peu ça que tu ressens, quoi. Oui, et t'as l'impression de enfin, où tu retrouves un peu ce côté vivant, presque animal, quoi. Oui, et tu vois, c'est pour ça que je me sens vivante quand on fait de la randonnée et qu'on est tout seul, et que je mets juste un pas devant l'autre et que j'ai juste à kiffer ce que je fais. Heureusement que tu arrives à kiffer une randonnée à la demi-journée, pas obligé de faire un ultra trail, et je pense qu'en fait c'est quand tu arrives à kiffer, à avoir un petit aperçu de ce que tu peux ressentir sur l'ultra trail, sur une petite randonnée, c'est là où tu évites effectivement le toujours plus. C'est vrai, toi t'as jamais fait d'ultra trail, et je sais pas si t'as déjà... Alors Nawel a dit que son premier ultra trail c'était un 15 bornes. Alors dans ce cas-là, mon premier c'était un 60... Combien c'était ? C'était 74, ouais. 4000. Et justement, est-ce que tu n'as pas ressenti ce côté un peu... si, c'était quand même un gros kiff. Genre sky is dans the la limit, nuit, tu franchement, vois. dans le départ en plus de nuit et toute la période de nuit, je l'ai vraiment pas vu passer. J'ai adoré jusqu'au point où effectivement j'ai eu des douleurs entre guillemets physiques, musculaires, où ça devient plus dur, et t'atteins un moment de la course où t'es plus en mode putain, quand est-ce que... Oui, tu sors de la course en fait. Quand est-ce que ça s'arrête, ou quand est-ce que la ligne est là. Mais oui, je sais pertinemment que un jour j'aurai en tout cas envie de faire la Diagonale des Fous, par exemple. Oui. Voilà, je le sais pertinemment. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais voilà. Est-ce que tu as ce sentiment... En fait, je sais pas comment... En fait, j'arrive tellement pas à décrire ce sentiment. Mais est-ce que des fois, t'as ce sentiment que tu es sur une sorte de... Tu vois, t'aperçois que tu penses à rien et que tu es totalement détendu. Franchement, oui, complètement. Mais tu vois, moi, ce sentiment-là... À vélo, peut-être ou... Oui, je peux l'avoir à vélo, mais même tu vois, dans une prépa Ironman, même dans une sortie... de 20 bornes à pied après avoir roulé 4 heures, je peux l'avoir, tu vois. Même s'il y a quand même cette notion de performance et de vouloir progresser et de vouloir atteindre l'objectif, par exemple, de la séance, j'arrive à justement me recentrer uniquement sur le moment présent, pas penser à autre chose, et justement vider mon esprit, et j'arrive à le retrouver. C'est pour ça que d'ailleurs que je continue et que je refais des Ironman ou des Alpha Ironman. C'est parce que moi, j'ai pas du tout, en tout cas, atteint cette lassitude mentale que peuvent atteindre certains. Et peut-être que si je faisais que, vraiment exclusivement
que du triathlon, que je faisais pas un petit peu de la rando, du trail, un petit peu d'autres objectifs, peut-être que j'aurais une lassitude où j'atteindrai ce niveau de lassitude plus rapidement. Je note toutes les fois où tu râleras quand on ira faire des randonnées. Il faut Que tu me l'as dit, que ça soit compatible. Mais, oui. oui. Mais tu vois, après, je pense qu'il y a aussi juste ce côté où Nawel a effectivement soulevé ce côté de la société qui est tout le temps en accélération, qui n'est jamais finalement dans le moment présent et qui est toujours dans la projection, dans le consumérisme, qui ne s'arrête jamais. Même moi personnellement dans mon métier d'Instagram, avant c'était juste une photo, maintenant c'est une vidéo, qui c'est qui fera le plus le même, où tu as tout le temps ton attention qui est captivée par des vidéos, où tu rentres dans une spirale et d'un coup tu vois pas où est-ce que l'heure est passée parce que tu as fait que scroller. Et je trouve qu'en fait le fait de partir en ultra-endurance, c'est se permettre de se déconnecter, mais se reconnecter à soi-même et de trouver aussi un calme. Tu vois, je sais pas, c'est aussi un calme et un silence complet. Parce que moi, c'est ça que j'aime quand je pars à la montagne ou quand je pars faire du vélo. Ou ça, c'est en fait, je débranche quoi. Parce que je ne peux pas avoir mon téléphone dans la main, pas de réseau. Il faut que je regarde où est-ce que je vais. Il faut que je m'assiste personnellement, tu vois. Et c'est ce que j'aime. Et je pense, est-ce que c'est pas parce que notre société va mal mentalement qu'on est obligé en fait d'aller de plus en plus loin dans la pratique sportive pour compenser en fait cette espèce de burn-out qu'on a dans notre quotidien? Parce que j'extrapole de ouf, mais je me dis, moi personnellement, je suis super angoissée sur le climat, je suis super angoissée sur l'économie. En fait, t'as tellement d'angoisse que tu te dis, j'ai besoin en fait de débrancher, de retourner à l'essentiel, sauf que l'essentiel en fait ne me suffit plus et il faut que j'aille plus dans ma pratique pour pas me doper, mais pour compenser. Ou t'évader. Oui, mais compenser un effondrement qui est énorme, quoi. Parce que on est à ce point-là, quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est ça. On va passer peut-être à nos coups de cœur avec l'honneur à Mathieu. J'aime bien comment tu dis coup de cœur. Non, à toi l'honneur. Je suis très galant, c'est donc à toi. Je suis féministe, donc tu commences. Ça a bon dos. Mon coup de cœur, dis donc. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas du tout réfléchi. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, je suis féministe, mais comme Mathieu a pas bien préparé son coup de cœur, je vais le faire à sa place. Écoutez, moi j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Tous les mois, je sors une rubrique mes 3 dernières lectures. Ça sera le jingle 3 dernières lectures. Et en fait, je voulais parler de la saga Blackwater. J'espère que c'était pas mon coup de cœur de la semaine dernière, cela dit. De la dernière. Ça serait drôle, tiens. Et donc j'ai terminé cette saga Blackwater et au-delà du fait que les livres sont d'une beauté, mais d'une beauté, alors je suis pas matérialiste en termes de livres, je m'en fous souvent de la gueule qu'ils ont et ça me dérange même pas d'avoir les versions e-book, mais là c'est des œuvres d'art, vraiment, et c'est des œuvres d'art en plus en 3D, parce que tu peux passer la main dessus et sentir le relief. C'est, déjà, visuellement ils sont magnifiques, mais en plus, chaque livre, c'est passionnant. On suit la famille Gasquet à Perdido, mais je crois le pire, c'est que je suis en train de parler, je me suis dit, je crois que c'est déjà mon coup de cœur de la semaine, de la dernière fois. Mais donc là, j'ai fini la saga et mon coup de cœur se confirme, c'est un coup de foudre, littéralement, je suis inondée, je vais arrêter tous les jeux de mots autour de ça parce que les gens qui ont lu savent. Allez lire cette saga, empruntez-la à la bibliothèque, demandez au Papa Noël de vous l'amener parce que c'est trop génial et vous regretterez de ne pas avoir ces magnifiques livres dans votre bibliothèque. Et ensuite, autre coup de cœur pendant que Mathieu cherche un coup de cœur, j'ai adoré l'émission, c'était quoi? Au sujet de la Coupe du Monde, c'était dimanche soir sur France 5, c'est politique, je crois. Je vous mettrai le nom exact dans la description podcast, qui abordait en fait justement l'aspect politique de la Coupe du Monde, comme quoi tout est politique, puisqu'ensuite ça a enchaîné sur un super reportage sur la politisation de l'équipe de France de football qu'on a vu, c'était mardi soir, pareil sur France 5, et qui montrait qu'en fait, à partir de Chirac, tous les présidents de la République ont noué leur destin à l'équipe de France de football et qu'on ne pouvait pas dire que ce n'était pas politique de gagner une Coupe du Monde ou de participer à une Coupe du Monde. Donc ça, c'était vraiment l'aspect plutôt historique et j'ai adoré en fait le débat qui a suivi sur, c'était mardi soir alors ce reportage, enfin bref, qui a suivi en fait sur le fait que est-ce que c'est culturel que le Qatar se comporte comme ça vis-à-vis notamment des droits des homosexuels, ou est-ce que c'est notre vision occidentale de la culture d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est pas un peu raciste de se permettre de critiquer le Qatar alors qu'on a fermé les yeux sur la Chine et sur la Russie, sur les JO récemment, les JO d'hiver et ensuite c'était les JO d'été, et la Coupe du Monde aussi en 2018 qui était en Russie.
et qu'on n'a rien dit sur les droits, des droits de l'homme là-bas, les droits Et des on voit ce qu'ils ont fait homosexuels, derrière. des transgenres. On voit ce qu'ils ont fait aussi derrière en Ukraine d'ailleurs. L'Ukraine qui avait été déjà envahie puisque ça avait commencé en 2015, il me Avec le semble, Donbass. le Donbass, exactement. Donc en fait, franchement, cette soirée-là, elle était génialissime. Moi, j'en ai On vous le conseille, oui. rien à faire du football, mais je trouvais que c'était une super analyse qui m'a d'autant plus envie donné d'imposer à Mathieu de boycotter cette Coupe du Monde. Mais c'était super intéressant d'avoir ce débat là-dessus et surtout sur pourquoi boycotter ou ne pas boycotter cette Coupe du Monde. Et vu que c'est vraiment d'actualité, je vous conseille vraiment de regarder le replay pour vous construire votre propre opinion à ce sujet-là. Moi, c'est bien sûr sur le boycott parce que au-delà du côté des droits de l'homme, de comment ont été traités les ouvriers et de comment sont traités globalement les femmes, les homosexuels, les personnes transgenres là-bas, c'est aussi tout un côté écologique où là ça ne s'arrête plus, où les gens t'expliquent qu'ils ont super froid dans les stades, les gens qui sont obligés de reprendre l'avion pour aller dans des hôtels dans les Émirats voisins, enfin c'est hallucinant. Donc voilà mon avis à ce sujet-là. Oui, vas-y Mathieu. Vous êtes d'accord qu'elle vient de faire un épisode consacré à son coup de cœur, là, hein. On ne l'arrête plus. Il est rabat-joie ce monsieur. Mon coup de cœur, la Coupe du Monde au Qatar. Oh, ça va. Mon coup de cœur qui est un peu associé, et c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Du coup, c'est un coup de cœur pour justement on va dire les équipes nationales ou les fédérations qui justement sont en train de porter des symboles forts, notamment pour la cause LGBTQ+, voilà, sans oublier. Je pense notamment à Team USA qui a carrément changé le logo de son blason. Donc avec la grande force que ça a, que ça ne peut pas être interdit du coup. Ça, je sais que les Allemands aussi se sont positionnés. Et à l'inverse, le coup de gueule, c'est vraiment pour l'équipe de France et surtout la FFF. Je me demandais si tu allais dire surtout la quelque FFF chose. qui n'est pas foutue de un petit peu porter ses couilles et de prendre position et de dire, on va dire, amen à la FIFA qui elle-même dit amen, on va dire, aux règles imposées par les organisateurs au Qatar. Elle dit amen au porte-monnaie. Donc surtout, elle. oui, très clairement. Donc ouais, c'est clair que là, franchement, je ne comprends pas. Et c'est pas du tout les bons signaux qui sont envoyés, bien qu'on pourra toujours dire que ils sont là pour faire du sport et que le sport ne doit pas être politisé. La vérité, c'est que ça l'est, qu'on le veuille ou non. Donc je suis, en tout cas moi, plutôt un fervent défenseur des athlètes. Là, on parle d'athlètes qui prennent position pour des causes qui me paraissent nobles. Voilà. Quelle que soit la cause d'ailleurs, on peut tout à fait aussi s'engager pour la cause animale, plein de choses. Et de toute manière, je rappelle que être sportif, c'est aussi être un exemple pour les générations futures et clairement ne pas s'opposer, oser Et on est un être humain, un homme avant d'être sportif de haut niveau. Oui, tout à fait. Et surtout, moi, je suis choquée par certains propos, notamment du capitaine au sujet. Enfin bref, on peut pas lancer le débat, mais clairement pour moi, ça n'envoie pas un très bon signal aux générations futures. On rappelle le thème du prochain épisode qui sera comment gérer notre rapport avec notre famille quand on est sportif. Voilà, je pense que c'est un bon nom de podcast. Est-ce que notre famille nous critique ? Est-ce que notre famille nous soutient ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très difficile de gérer, d'organiser votre emploi du temps parce que votre famille ne vous soutient pas ? Alors par famille, on inclut le compagnon, la compagne, les proches, les amis. Vraiment, c'est votre cercle familial et amical là-dessus. Et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir votre avis ou même anonymement, puisque des fois, c'est très difficile d'en parler en se disant « Ouais, ça se trouve, ma famille va écouter. » Et ben, vous pouvez en parler sans créer une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. Écoutez, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt et encore merci à Nawel. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Et on mettra toutes ces informations dans la description du podcast. Allez, salut! Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité. Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et rendez-vous le mois prochain.